justement, si vous me permettez, ouvrir une petite parenthèse, je voudrais bien avoir votre éclairage. Alors, mon ressentiment, enfin mon sentiment, oui, mon ressentiment, quand j'entends parler donc du terme musulman, j'ai l'impression que c'est vraiment un terme lié à un contexte colonial. Et un terme, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, vous me direz, au niveau académique, universitaire, ce qui a été prouvé, démontré, j'ai l'impression que c'est assez réducteur, en fait. C'est un terme qui essaie de réduire toutes les dimensions d'un individu, d'un groupe, à juste une seule dimension, et puis ensuite de dire effectivement que cette dimension, elle présente une menace existentielle, comme vous le disiez, et puis voilà, les chocs des civilisations et des choses comme ça, hein, toute cette mythologie qui veut présenter l'autre comme un ennemi de fait. Est-ce que vraiment cette utilisation du terme musulman avait vraiment une connotation réductionniste? Alors, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'un de ceux qui a joué un rôle absolument fondamental en France dans le cadre de l'élaboration de ce que j'appelle une islamophobie élitaire et savante, et élitaire parce que savante, c'est Ernest Renan, grand professeur au Collège de France, grand spécialiste de la religion en général et de la religion musulmane en particulier. Très important parce que Ernest Renan jouit au fond d'une triple légitimité. Une légitimité académique qui est la plus remarquable, puisqu'il est professeur au Collège de France, c'est-à-dire membre de l'institution la plus prestigieuse sur le plan académique de l'Hexagone. Il jouit d'une légitimité littéraire de son vivant même, puisqu'il est perçu comme un très grand écrivain. La preuve, il est membre de l'Académie française. Enfin, il jouit d'une légitimité politique très importante parce qu'il est pensé comme l'un des pères fondateurs, sur le plan intellectuel, de la conception républicaine de la nation à travers son texte célébrissime qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et on pourra ajouter d'ailleurs que dans un autre texte, il est aussi et doit être considéré comme l'un des pères fondateurs de l'impérialisme républicain, puisque Ernest Renan estime que la seule, enfin pas la seule façon, l'une des façons en tout cas de conjurer le péril socialiste, l'une des façons de conjurer le péril révolutionnaire, dont il faut rappeler que pour les fondateurs de la Troisième République, ce péril n'est pas un péril évanescent et lointain, qu'il est au contraire un péril très présent, et à ce point présent que certains d'entre eux ont été les acteurs et les spectateurs de cet événement cataclysmique dont on célèbre aujourd'hui la date, à savoir la Commune de Paris, et que bon nombre de fondateurs de la Troisième République et de dirigeants de la Troisième République par la suite, comme Renan d'ailleurs, sont obsédés par la volonté de clore cette période révolutionnaire, d'en finir avec la Révolution, et pour eux, le régime qui doit en finir avec la Révolution, c'est la République. Et c'est dans ce cadre que Ernest Renan estime que la construction ou la reconstruction d'un empire colonial par la France permettra ou favorisera, aidera donc pour partie à la résolution de la question sociale et permettra au fond l'exportation de gré ou de force d'une partie des classes pauvres et dangereuses. Et donc Ernest Renan peut et doit être considéré comme l'un des pères fondateurs de l'islamophobie savante et procède, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire essentialise la religion musulmane en considérant que par essence et quelle que soit la diversité de la religion musulmane, dont je vois mal d'ailleurs à l'époque et aujourd'hui encore, presque plus encore aujourd'hui, il est possible de parler au singulier, parce que s'il y a bien une religion schismatique, s'il y a bien une religion qui est divisée entre courants théologico-politiques ou religieux et politiques de façon extrêmement profonde et extrêmement grave, il n'est qu'à de considérer les conflits politico-religieux qui traversent les musulmans, qu'il est, à mes yeux, un islam au singulier, qu'il faut en parler évidemment au pluriel. Mais cela, Renan l'évacue au profit donc d'une essentialisation qui consiste et qui va consister sous sa plume et dans un certain nombre de ses écrits et de ses conférences à faire de la religion musulmane une religion réputée par essence être une religion de guerre, une religion réputée être par essence hostile
au libre usage de la raison et, conséquence de cela, une religion réputée être par essence, là aussi et là encore, hostile au progrès des sciences et des techniques. Tout thème que l'on retrouve, alors évidemment modulé en fonction de l'actualité nationale et internationale, aujourd'hui encore, et le thème très souvent réactivé par un certain nombre de responsables politiques de droite comme de gauche, très souvent réactivé par un certain nombre d'intellectuels et de personnalités médiatiques, selon lequel l'islam au singulier, ce qui moi me paraît une grossièreté intellectuelle remarquable, est réputé donc être encore une fois cette religion vouée à la guerre, produisant par cela même qu'elle est réputée être par essence une religion de guerre, produisant des fanatiques, l'ensemble permettant d'actualiser en fonction des événements qui ont lieu. Je pense notamment évidemment aux terribles attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, aux attentats qui ont lieu en France et aux attentats qui plus généralement peuvent avoir lieu en Europe. Mais on oublie trop souvent aussi aux attentats qui ont lieu en Afrique subsaharienne, en Irak et en Syrie, pour ne parler que de cela. L'ensemble nourrit effectivement aujourd'hui de nouveau une islamophobie élitaire d'abord, qui ventriloque d'une façon certaine un certain nombre de thèmes qui sont déjà présents dans le cadre de l'islamophobie savante et élitaire de la fin du 19e et du début du 20e siècle et qu'on trouve déjà présents, ces thèmes donc sous la plume de Ernest Renan notamment. D'accord. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'Algérie. Donc, si on parle justement de cette période impériale, donc en fait, vous disiez, en fait, c'est un renouveau impérial en fait que Renan voulait promouvoir. Renan n'est pas le seul. Il y a un texte qui est en fait un discours extrêmement célèbre de Victor Hugo, qui est un discours qui porte sur l'Afrique et qui est un discours prononcé par Victor Hugo lors d'un banquet républicain. Nous sommes sous la Troisième République, après la Commune de Paris par définition, banquet auquel participe Victor Schœlcher, qu'il s'agit aussi d'honorer puisqu'il a milité, comme on le sait, pour la seconde abolition de l'esclavage en 1848. Et dans ce discours, Victor Hugo, qui depuis longtemps est acquis à la thèse selon laquelle il faut que la France reconquiert un empire colonial, reprend ce thème à propos là, plus spécifiquement de l'Afrique, dont il dit, je cite de mémoire, sans respecter forcément la lettre du discours de Victor Hugo, mais au moins l'esprit, il déclare à peu près ceci: l'Afrique est à personne, prenez-la. Et en fait, c'est un grand discours, effectivement, impérial républicain, motivé, entre autres, et là aussi, par la crainte des classes pauvres et dangereuses, par la crainte de la sociale. Victor Hugo déclarant « transformez vos prolétaires en propriétaires dans les colonies ». Et donc, pour Victor Hugo comme pour Ernest Renan, et c'est une pensée qui est partagée par de très nombreux républicains sous la Troisième République, l'idée selon laquelle l'Empire en général et les colonies de peuplement en particulier pourront contribuer en partie à la résolution de la question sociale, à l'amélioration du sort des prolétaires et des plus pauvres vivant en métropole, et quelque chose d'extrêmement important qui permet, entre autres, me semble-t-il, de comprendre la conversion massive et très spectaculaire des républicains et des radicaux socialistes, justement, à l'Empire. Et les raisons pour lesquelles, entre autres, ce n'est pas la seule, il y a des raisons évidemment géopolitiques, il y a des raisons liées à la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et donc à cette terrible défaite à la fois militaire et politique subie par la France devant les armées prussiennes, mais l'ensemble de ces éléments permet de comprendre les raisons pour lesquelles, effectivement, les fondateurs et dirigeants de la Troisième République, après un temps de latence significatif, vont, à la suite de la conférence de Berlin qui s'achève en 1885, se lancer dans ce que les contemporains appellent la course à l'Afrique. Et ces républicains, entre 1885 et 1912, faire de la France la seconde puissance impériale du monde, juste derrière la Grande-Bretagne, ce qu'elle n'avait jamais été jusqu'à présent, et ce dont effectivement les républicains sont très fiers. Et l'un de ceux qui a joué un rôle très important
dans la reconstruction impériale de la France sous la Troisième République est évidemment Jules Ferry, chaud partisan de l'Empire, qui doit être considéré aussi, là, de ce point de vue-là, comme une sorte de père fondateur de l'impérialisme républicain, et qui, par ailleurs, et c'est assez cohérent et logique, partage avec l'écrasante majorité de ses contemporains une conception hiérarchisée du genre humain qui s'exprime de façon très tranquille, si j'ose dire, à la Chambre des députés, lorsque Jules Ferry, lors d'un célèbre débat mené au cours de l'été 1885, déclare que les races supérieures ont un devoir à l'endroit des races inférieures, devoir, dit-il, de colonisation, articulé selon lui à la civilisation. Ce discours n'est pas simplement un discours impérial républicain, c'est aussi un discours qui, de façon très claire, peut être considéré comme l'expression d'un racisme républicain, puisque Jules Ferry, tout républicain qu'il est, n'en partage pas moins, comme beaucoup de ses contemporains, encore une fois, une conception hiérarchisée du genre humain, au sommet de laquelle, de cette hiérarchie, se trouve évidemment l'homme blanc, un peu en dessous, l'arabe musulman en tant que barbare, et tout en bas de cette hiérarchie, le noir, en tant qu'il est réputé être l'incarnation de ce sauvage, comme on l'a vu tout à l'heure. Au prochain épisode, nous parlerons de racisme dit scientifique. C'est précisément parce que ce racisme a été pensé comme scientifique par ceux qui l'ont produit et par ceux qui ont pris connaissance des travaux anthropologiques, notamment des travaux anthropologiques de Broca, que ce racisme a pu connaître une extraordinaire diffusion horizontale.